Nous arrivons donc au point qui est le point fondamental de cette soirée. Non pas que les autres délibérations soient moins importantes, mais dans la vie d'une collectivité, le budget précédé par le débat d'orientation budgétaire prend tout son sens. Je tiens à souligner, je ne prends pas la parole pour prendre la parole, je prends la parole parce qu'effectivement, malgré le huis clos, il y a un procès verbal de séance et il y a aussi effectivement la publicité indirecte, puisque demain, le film de ce conseil municipal sera public sur le site de la ville. Donc, normalement, les textes disent bien que le débat d'orientation budgétaire est public, puisqu'un conseil municipal est public. Je dois donc prendre en considération non seulement ce que je dis tout à l'heure, les mises en garde, la note d'éveil de la police municipale qui nous alertait sur les troubles potentiels de ce conseil municipal, les troubles effectifs qui ont eu lieu lors du conseil municipal, la mesure qui a été prise à la majorité de faire un huis clos, l'intervention de la force publique pour évacuer la salle, en particulier suite à des injures et à des menaces envers des élus et envers l'administration. Et mon administration me dit qu'effectivement, les personnes sont encore dans le périmètre de la mairie, et donc à partir de là, nous pourrions voter la réouverture de la publicité des débats, mais on ne va pas jouer au yo-yo de réouvrir au public et dans 10 minutes de le refermer. Donc effectivement, on prend acte que le huis clos est toujours présent, que malheureusement le débat d'orientation budgétaire se fera dans ces conditions, mais que finalement les technologies d'aujourd'hui permettront de faire la publicité de ce débat d'orientation budgétaire à travers les nouvelles technologies. Monsieur Fleury, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais pas lire les 22 pages du rapport d'orientation budgétaire, bien qu'il soit très très bien fait. J'aimerais remercier mon DGA de secteur et le directeur des finances, mais je vais quand même en expliquer les grandes lignes. Après avoir perdu plus de 25 millions d'euros de ressources cumulées entre 2014 et 2017, la ville devra subir les conséquences d'un deuxième plan d'économie de 13 milliards d'euros. L'État imposera d'ailleurs aux collectivités, par le biais d'une contractualisation, de respecter une trajectoire définie sous peine de pénalité de retard, de non-respect de celle-ci. Malgré ces mesures drastiques imposées par les gouvernements successifs et la situation financière plus que préoccupante héritée de l'ancienne majorité municipale, la ville, grâce à l'application d'un modèle de gestion qui tend au plus près des besoins, a su préserver son niveau de fiscalité selon l'engagement pris, tout en gardant un niveau de service de qualité. Si l'année 2016 avait atteint des résultats probants, avec un niveau de charge revenu en deçà de celui de 2011, l'année 2017 marque une pause dans cette évolution, mais consolide les économies réalisées. À périmètre constant, la faible progression des charges, plus 0,73%, corrélée à une quasi-stabilisation de nos recettes, plus 0,21%, entraîne un fléchissement des épargnes. Cette situation est cependant conforme à la trajectoire budgétaire qui avait été définie. En effet, la ville a dû faire face à des éléments exogènes, des éléments extérieurs, qui ont fortement impacté son budget. La réforme du régime indemnitaire et l'augmentation du point d'indice pour 1,7 million d'euros, la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour 2,08 millions d'euros, soit 3,78 millions d'euros de baisse de marge supplémentaire. Or, la baisse de l'épargne de 1,5 million d'euros reste satisfaisant au regard de la politique d'effort budgétaire menée. Malgré cela, l'année 2017 a vu la réalisation de plusieurs projets d'investissement, le centre de supervision urbain, le pôle de supervision urbain, le pôle de centralité Sisley, le rachat du terrain CMMP, donc l'ancienne usine d'amiante. Un effort a également été réalisé sur l'entretien du patrimoine bâti et voirie de plus de 600 000 euros.
ces projets, à hauteur de 23,721 millions d'euros, en progression de 1,635 millions d'euros par rapport à 2016, ont été financés principalement par de l'emprunt, dont l'encours reste cependant maîtrisé, puisqu'il évolue de 9,66 millions d'euros pour atteindre 125,584 millions d'euros hors réseau de chauffage. Depuis 2013, celui-ci a évolué de 23,028 millions d'euros, soit 5,757 millions d'euros par an, et reste près de 2 fois moins important que l'évolution connue entre 2007 et 2013, établie à 11,073 millions d'euros par an. La ville profite des taux très bas proposés sur les marchés financiers. La municipalité continuera donc l'exercice d'optimisation initié dès 2014 et qui lui permet de dégager, après retraitement comptable, un excédent de 6 millions d'euros, lui permettant d'équilibrer le budget 2018 sans augmentation de fiscalité. Les dépenses de fonctionnement au budget 2018, évaluées à 155,5 millions d'euros, reprennent leur évolution baissière. Cette trajectoire, corrélée au frémissement des recettes entrevues en 2017, doit améliorer le niveau d'épargne à partir de ce budget pour redevenir positif en 2020. Les objectifs dictés par la loi de programmation des finances publiques seront respectés tout en réalisant les investissements nécessaires et traduisant les orientations de la municipalité. La livraison du centre de supervision urbain et le déploiement de la vidéosurveillance pour 2,2 millions d'euros, la construction de l'équipement multimodal Balani pour 2,3 millions d'euros, l'aménagement du parking et de la place Jean-Claude Abriou pour 900 000 euros, le début de la réalisation du nouveau stade nautique pour 1,8 million d'euros. La continuité d'une gestion budgétaire optimisée, tant en fonctionnement qu'en investissement, devra permettre de regagner de l'épargne brute et d'avoir, pour la fin de mandature, une situation financière en nette amélioration. Voilà, monsieur le maire, pour cette présentation. Merci, monsieur Fleury. Monsieur Chaussat, monsieur Pachou, vous vouliez, dans vos rôles respectifs, illustrer ces choix, cette orientation budgétaire en termes littéral, puisque, enfin, au moins ça fait polyphonie. Monsieur Chaussat. Merci, monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité du rapport établi. Certes, il répond aux obligations relativement récentes du législateur, mais aussi à l'esprit recherché par une communication objective, reposant notamment sur des constats financiers éclairés par des commentaires sobres et précis. Comme nous dit le vieux sage, je vous rassure, il ne s'agit pas de moi, je n'ai pas encore les qualités pour ce faire, mais j'ai des marges de progression possibles, monsieur le maire. Donc, comme le dit le vieux sage, regarde le passé pour comprendre le présent et bien préparer l'avenir. Libournons donc très rapidement à cet exercice sur 3 points essentiels. Le premier, dans le cadre de notre contribution au redressement des finances publiques, nous avons perdu 22,28 millions de recettes depuis 2014. C'est ce que disait notre collègue il y a quelques instants. Second point important, l'épargne nette de la ville s'établissait à 17 985 000 en 2007, 4 383 000 en 2013. Une évolution catastrophique, très préjudiciable entre autres à l'investissement. Troisième point, l'encours de la dette s'élevait à 36 116 000 fin 2007, 102 556 000 fin 2013. Une progression que je qualifie de dramatique, voire tragique, car elle obère grandement le futur des Aulnésiens. Il convient d'ajouter, là encore, de manière objective, que la précédente majorité envisageait d'augmenter les impôts fortement. En effet, les études portaient sur une croissance de ceux-ci de 20%, afin de dégager environ 10 millions d'euros, et ce, pour faire face à une situation financière au bord de la faillite. Il est indispensable, je sais que je répète, mais il est indispensable de se le rappeler.
Il faut que les Aulnésiens ne l'oublient pas, il faut donc le dire et le redire. Dans ce contexte, nous avons fait le choix courageux, n'ayons pas peur des mots, et en même temps risqué, de refuser cette fatalité et cette facilité. Nous n'avons pas accepté cette augmentation des impôts conformément à nos engagements. Au contraire, nous avons choisi l'effort. Et c'est ainsi que nous avons opté pour des réductions drastiques, mais bien réfléchies, de dépenses de fonctionnement et d'investissement. J'assume ces choix de la majorité, d'autant que j'ai participé au groupe de travail chargé de les proposer. Nous nous sommes engagés ensuite dans une recherche permanente d'économie par une gestion plus rigoureuse et entamé des process de réformes structurelles ou de réorganisation. Exemple, la cuisine centrale, les crèches en délégation de services publics, le nouveau marché de l'IFAC, etc. Résultat, le service public demeure à un niveau élevé au bénéfice des Aulnésiens. Les impôts locaux n'ont pas été augmentés et ne le seront pas encore, ce qui vient de nous être confirmé. Les investissements en équipement s'établissent à plus de 23 millions d'euros pour 2017, notons une moyenne de 21,45 millions sur ces 4 dernières années. Force est de constater cependant que la trajectoire baissière des charges marque une pause en 2017, comme ce fut indiqué et comme l'indique très précisément le rapport. Ceci est dû, pour l'essentiel, à l'application de l'accord parcours professionnel, carrières et rémunérations du régime indemnitaire dans un contexte d'objectifs de maîtrise des dépenses de personnel a priori trop ambitieux. 2018 doit pouvoir porter un nouvel élan, un nouvel engagement sur les réformes structurelles. Les bénéfices, certes, ne pourront toutefois s'apprécier que dans le temps, mais à nos yeux, ces réformes sont indispensables pour contenir les charges de fonctionnement et garder maîtrise de la situation financière. Par ailleurs, le programme d'investissement envisagé se situe à un bon niveau, 30 millions d'euros pour 25 millions réalisables, nécessitant 16 millions d'emprunts, lesquels devront s'inscrire dès 2020 dans la nouvelle règle du délai d'extinction de la dette, soit de 12 années. En synthèse, orientation normalement ambitieuse et réalisable dans le cadre d'une situation financière très contrainte, sous réserve que les réformes et les réorganisations se poursuivent fortement en lien avec les personnels concernés. Nous ne pourrons pas réparer les erreurs et les inconséquences de l'ancienne municipalité sur cette seule mandature. Il nous faudra au moins une nouvelle pour mener à bien cette mission au service des Aulnésiens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chaussat. Monsieur Pachou. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Madame la première adjointe, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire est un moment phare dans la vie du conseil municipal. Il éclaire sur la tenue budgétaire des exercices précédents et dégage les pistes de la gestion assumée par la majorité municipale pour l'exercice à venir. Stéphane Fleury vient d'en faire la brillante démonstration en nous livrant des éléments budgétaires techniques, documentés et articulés autour des priorités fidèles au programme sur lequel la majorité actuelle s'était engagée lors des dernières municipales. Le document présenté par Stéphane Fleury rappelle le contexte général dans lequel la ville doit construire son budget, sachant que la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 impacte notablement cette construction budgétaire. Mais je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez entendu de la part de Stéphane Fleury et brillamment aussi de la part de Jacques Chaussat. Comme la plupart des Aulnésiens, nous sommes nombreux à ne pas posséder la culture financière permettant de rentrer dans un débat très technique. Cependant, nous avons bien compris qu'entre 2014 et 2017, nous subissons une baisse cumulée des dotations de l'État de plus de 25 millions d'euros, ce qui, comme dit le maire, représente 5 années d'entretien de la voirie. Même si à partir de 2018, la diminution des dotations de l'État se stabilise, le cumul des baisses engagées depuis 2014 continue à peser lourdement et chaque année sur le budget de la ville. Et pourtant,
les dépenses sont contenues, les recettes se stabilisent, le budget est maîtrisé, sans que le recours à l'emprunt n'obère l'avenir de la ville. Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, ceci met la ville en bonne position pour contractualiser avec l'État autour de 2 axes: contenir l'évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2% par an et réduire progressivement le besoin de financement, c'est-à-dire l'endettement, que nous devrions passer sous le plafond des 12 ans, si j'ai bien compris le document, ce qui est la moyenne nationale à partir de 2020. Alors cet effort de rigueur tient compte d'une part de l'écoute permanente des Aulnésiens à travers les nombreuses instances créées dans le cadre de la démocratie de proximité ou les multiples contacts au quotidien avec la population, et d'autre part des priorités sur lesquelles la majorité municipale s'est engagée. Et là, il y a des réalités qui nous parlent davantage. Malgré la baisse des dotations de l'État depuis 4 ans, aucune augmentation de la part communale dans les taxes locales, et ça vaudra aussi pour 2018. En matière de sécurité, la police municipale fonctionne 24 heures sur 24, avec la création cette année du centre de supervision urbaine et la poursuite du déploiement de la vidéosurveillance. De plus, le maire a proposé qu'Aulnay soit ville-test pour expérimenter le nouveau dispositif de police de proximité initié par l'État, et sa mise en place est en cours. Pour les écoles maternelles et élémentaires, retour à la semaine de 4 jours, tandis que pour la petite enfance, 2 nouvelles crèches seront ouvertes en 2018. La culture reste un axe fort de l'action municipale, en témoigne la dynamisation du CAP. Et la zone pavillonnaire a été préservée et même élargie. L'ambition de retrouver des zones attractives sur la ville se concrétise en créant sur l'axe Princé-Mitry, certes de l'habitat, mais bien moins que prévu par la précédente mandature, avec des commerces et des services, et une attention particulière pour le quartier de Mitry, longtemps délaissé, et que le maire a réussi à faire rentrer dans le nouveau plan de rénovation urbaine. En redonnant sa vocation piétonnière à la place Abriou par la construction d'un parking en sous-sol et un aménagement paysager en surface, en construisant un établissement multimodal à Balagny, bientôt suivi d'un autre à Mitry. En ayant repris la main sur les terrains de PSA, promis à devenir un nouveau quartier avec des entreprises, donc de l'emploi, des organismes de formation, du logement, des commerces et des services. Enfin, nous verrons en 2018 le début de la reconstruction du nouveau stade nautique ou encore l'élargissement des voies sur le pont de la Croix-Blanche. Je pourrais aussi évoquer le nouveau plan de rénovation urbaine, l'ANRU 2, qui entre autres nous a permis d'inaugurer la nouvelle mairie de quartier en 2017, proche de la barre du Galion, qui elle sera détruite. On pourrait aussi évoquer la coulée verte qui, à terme, joindra le nord au sud. Je suis bien conscient que mon énumération n'est pas exhaustive. Elle témoigne de l'opiniâtreté et des efforts déployés par l'équipe municipale pour améliorer la qualité de vie sur Aulnay, malgré un budget contraint. Et pour conclure, et sans flagornerie, je voudrais rendre hommage au maire, au travail du maire, qui a un œil sur le quotidien des Aulnaysiens, l'autre sur le devenir de la ville à moyen et long terme, avec une énergie et une volonté qu'il sait partager avec son équipe pour qu'à travers les années qui viennent, Aulnay-sous-Bois se consolide en ville attractive où il fait bon vivre et travailler. Vous comprendrez aisément que, comme mes amis du groupe Les Républicains et Personnalités locales, et comme mes amis du groupe UDI, j'approuve les orientations budgétaires présentées par Stéphane Fleury. Merci. Merci, Monsieur Pachou. On est sur le débat d'orientation budgétaire, on pourrait dire, puisque finalement nous sommes à huis clos et qu'il n'y a pas d'opposition, on peut arrêter là. Mais en tant que maire, je me devais quand même de vous redonner quelques éléments d'éclairage, en particulier parce que ce sont des éléments importants pour les Aulnaysiens et pour les Aulnaysiennes. D'une part, on est revenu un peu en arrière, et Stéphane a raison, de 2015 à 2017, les collectivités locales ont déjà participé à hauteur de 10 milliards à l'effort national de redressement des finances publiques. Il ne faut pas l'oublier, ça a déjà été payé. Pour 2018-2022, le gouvernement a annoncé un effort supplémentaire de 13 milliards.
Et je regarde nos deux parlementaires, ils savent comment ça va discuter dans les deux assemblées. Ces mises à contribution massives et successives ont un impact considérable sur la capacité des collectivités à maintenir un service public de qualité à leurs administrés. Parce que l'argent public, il est là pour ça. Il est là pour rendre un service aux Aulnaisiens et aux Aulnaisiennes. D'autant plus qu'au-delà de ce énième coup de massue budgétaire, on nous demande toujours plus. On nous demande toujours plus. Les collectivités sont ainsi également confrontées à de nouveaux défis en termes de respect de normes et de nouveaux services à la population. Toujours plus. Il s'agit de faire aujourd'hui mieux avec moins, en sachant que l'État, fidèle à la formule que, on pourrait dire, les conseillers ne sont pas les payeurs, conseille, recommande, oblige, contraint, mais sans jamais payer ou donner les moyens nécessaires. C'est l'État. Alors, dans ces cas-là, il y a plusieurs stratégies. On peut choisir la facilité, comme se proposait de le faire la précédente municipalité, l'augmentation, dès le début du deuxième mandat, de 20% des impôts locaux à l'époque. Et effectivement, l'administration en est témoin, les archives existent. Il était bien prévu une augmentation massive de 20% des impôts locaux pour les Aulnaisiens et pour les Aulnaisiennes en 2014, avec peut-être 30% l'année d'après. Après, on aurait pu continuer à dépenser sans compter, puisqu'on l'aurait pris dans la poche des Aulnaisiens et des Aulnaisiennes. Depuis 2014, nous avons fait un choix différent, nous, majorité municipale. Il n'est pas question d'augmenter les impôts des Aulnaisiens, dont plusieurs ont déjà été frappés, sont frappés ou seront peut-être frappés par des hausses de fiscalité au niveau national. Je pense encore récemment à nos retraités qui subissent de plein fouet la hausse de la CSG. Alors nous avons opté pour une gestion rigoureuse, au centime près, en faisant des économies, mais pas faire des économies pour faire des économies, pas faire des économies pour se faire plaisir en faisant des économies, mais pour dépenser mieux. L'argent public, ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel, c'est l'argent qu'on va chercher dans le foyer des Aulnaisiens et des Aulnaisiennes. Pour dépenser utile et efficace pour les Aulnaisiens, cela passe par des mutualisations de l'offre, par des rationalisations des coûts, par de nouvelles logiques partenariales, je pense aux crèches par exemple, par de la digitalisation, de la numérisation ou encore l'optimisation des process. La mise en œuvre de cette discipline budgétaire municipale rigoureuse a permis de maîtriser les dépenses de fonctionnement, je dis bien maîtriser, il n'y a pas de gloriole là-dedans, tout en garantissant un service public de haute qualité aux Aulnaisiens et aux Aulnaisiennes. Nous tenons nos engagements, nous finançons nos priorités fixées au début de mandature. Sécurité, réussite scolaire et éducative, mais aussi propreté. À titre d'exemple, le budget de fonctionnement de la sécurité et de la prévention est passé de 6 millions en 2013 à 7,7 millions en 2017. Dans le même temps, nous consacrons cette année 7,3 millions d'euros aux actions péri- et extrascolaires. Donc là encore, la tarte à la crème, ils ne dépensent que pour la sécurité et pas pour nos enfants. Vous regardez, 7,7 millions, 7,3 millions, on est très loin des clichés véhiculés. Et 16,82 millions d'euros à l'éducation en général. 16,82 millions d'euros pour les Aulnaisiens sur l'item éducation, ce qui en fait le 3e poste de dépense après l'administration générale et les espaces publics, ce qu'on est loin des clichés. Nous préparons l'avenir aussi. On l'a vu avec certaines délibérations sur le commerce, sur le pont de la Croix-Blanche, en accentuant l'effort de rénovation des équipements publics, plus 600 000 euros l'année dernière, et en finançant les nouveaux équipements comme l'aménagement du pôle Sisley, ça a été dit, l'équipement multimodal Balagny, ou encore le centre de supervision urbaine. À cela s'ajoute, nous l'avons dit, la construction d'un nouveau stade nautique qui débutera dès cette année. Je rappelle que cette discipline budgétaire est d'autant plus nécessaire que la perte cumulée, et je veux vraiment qu'on le répète incessamment, la perte cumulée de nos dotations depuis 2014 s'élève à plus de 25 millions, presque 26 millions. Cela revient à retirer à la ville d'Aulnay-sous-Bois le budget d'une année entière d'investissement.
par exemple. Ou alors 5 années d'entretien de voirie, par exemple. Ou plus d'1 année de budget de fonctionnement dédié à l'éducation et à la sécurité, les fameux 16 et 7. Vous voyez ce que c'est? Cet argent qu'on nous a retiré, c'était ça. Qu'on aurait pu continuer à donner plus et mieux aux Aulnésiens et aux Aulnésiennes. Alors pour pallier cette perte sèche et conserver notre capacité d'investissement, nous avons défini une trajectoire budgétaire qui permet de dégager des marges nécessaires au travail indispensable d'entretien, de rénovation des infrastructures et d'équipements publics, d'anticiper les besoins. Alors effectivement, on n'est plus dans le tout de suite, ça n'est plus possible, on est dans la programmation obligatoire et donc dans la pédagogie pour dire ça on ne peut pas le faire cette année, on le fera l'année prochaine. C'est plus exigeant pour les élus que nous sommes, plus exigeant pour l'administration et plus compliqué à partager avec les Aulnésiens et les Aulnésiennes. C'est le défi que nous avons en tant qu'élus. Pour cela, l'optimisation de nos besoins budgétaires s'est accompagnée aussi d'une politique de bonne gestion et d'emprunt optimisée. Et là, j'aimerais que vous suiviez parce que vous aurez le droit à la tarte à la crème aussi, mais alors vous aussi, vous allez peut-être finalement emprunter. Dans la conjoncture actuelle, avec les taux extrêmement bas, historiquement bas, il est donc déjà, c'est un premier constat, financièrement intéressant de recourir à l'emprunt. Ça pourrait être un premier constat. L'argent ne coûte moins cher qu'il n'a pu coûter à nos prédécesseurs. C'est factuel. Mais on peut effectivement se dire ça pour continuer à augmenter beaucoup, mais on peut se dire ça pour dire on va emprunter autrement. Voire même on va restructurer notre dette grâce à ça, comme le font beaucoup de particuliers. Aujourd'hui, certaines fois, en particulier, quand on parle de l'immobilier. Avec les taux bas auxquels nous souscrivons nos emprunts, cela n'a pas d'impact, et c'est important à retenir, sur la charge de la dette. En clair, pour le même remboursement, nous pouvons emprunter plus et donc investir plus. C'est la clé. Il convient d'ailleurs de noter que la progression de la dette a été réduite de moitié par rapport à l'ancienne mandature. 5,76 millions par an contre 11,07 millions par an entre 2007 et 2013. Ça n'est pas rien. Et puis, un petit rappel. C'est qu'entre 2007 et 2013, finalement, l'encours de la dette avait augmenté de 66,44 millions. Entre 2013 et aujourd'hui, nous n'avons fait augmenter la dette que de 23 millions. C'est-à-dire 2 millions de moins que ce que l'État nous a retiré. Puisque, je le rappelle, l'État nous a enlevé 25 millions. Sans ces 25 millions en moins de l'État, nous n'aurions même pas eu, finalement, à emprunter, grâce à la gestion optimum que nous appliquons aujourd'hui. Sans les baisses de dotation, nous n'aurions pas eu besoin de recourir à l'emprunt. C'est quand même à noter aujourd'hui où beaucoup de collectivités sont quand même contraintes à le faire. Mais je veux quand même de temps en temps le souligner, parce que l'opposition n'est pas là, mais elle aurait été dans son rôle, bien sûr, mais on se serait fait taper dessus. Imaginons 2 secondes que la précédente majorité ait eu à faire face à la même baisse de dotation que nous, 25 millions en moins. D'accord? Je fais le calcul. Ils ont emprunté 66 millions, ils auraient eu 25 millions de faits à emprunter comme nous, dans les mêmes circonstances. L'équipe précédente aura augmenté 90 millions d'endettement pour les Aulnésiens et pour les Aulnésiennes. Alors bien sûr, à côté de ça, nous procédons donc à une renégociation des emprunts. J'ai demandé à l'administration de se mettre sur ce chantier qui n'avait jamais été abordé. Renégocier nos emprunts afin d'optimiser la gestion de la dette et d'en diminuer le coût. Parce qu'effectivement, un crédit, ça a un coût aussi au-delà de ce que vous empruntez, pour faire des économies et dégager de nouvelles marges. À titre d'exemple, et c'est pas rien, la gestion active de la dette nous a permis d'économiser 200 000 euros d'intérêt entre 2015 et 2017. Ça n'est pas neutre, 200 000 euros. Je suis désolé. C'est dans cet esprit de bonne gestion que nous avons aussi réussi, parce qu'on a tout lu. Des gens qui, effectivement, n'arrivent pas à lire Oxygène, n'arrivent pas peut-être à lire les parutions de l'établissement public foncier d'Île-de-France. La bonne gestion nous a permis aussi d'obtenir une maîtrise publique des 107 hectares de PSA sans que cela ne coûte
1 euro aux Aulnésiens, puisque c'est l'établissement public Île-de-France qui porte à 100% les 107 hectares de PSA. Donc ça ne coûte rien concrètement aux Aulnésiens, aux Aulnésiennes. C'est bien de le répéter. Alors effectivement, ce travail constant de rigueur nous permettra, d'ici la fin de la mandature, d'assainir les finances de la ville pour préparer l'avenir, parce que je le répète, on ne fait pas cet exercice-là pour faire des bénéfices. On fait cet exercice-là pour mieux dépenser l'argent public au bénéfice des Aulnésiens et des Aulnésiennes, garantir la qualité du service public. Et nous le ferons, nous le faisons, malgré quand même, et c'est le bémol que je mettrai parce que nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, parce qu'il y a encore des incertitudes institutionnelles. Sur la configuration institutionnelle de l'Île-de-France, nous attendons le discours du président de la République, mais aussi des incertitudes budgétaires, quand on voit certaines réformes voulues par l'État, qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être pris en compte par notre administration. Voilà, merci. Alors, on est sur un débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire est un prend-acte, mais la loi, aujourd'hui, nous oblige à un exercice particulier, c'est on prend acte du débat d'orientation budgétaire, mais on vote sur le fait qu'il y a bien eu débat d'orientation budgétaire. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien voter ce DOB, non pas sur le fond, mais sur la forme, en disant « je suis peut-être même pas d'accord avec des orientations, mais dans tous les cas, j'ai bien assisté au débat d'orientation budgétaire, il a bien eu lieu. Donc, je vais vous demander de participer à ce vote-là. Qui est pour ? Unanimité des présents. Merci.